Il était venu dire au revoir à son ex-femme, pour ne trouver que 2 petites filles près de sa tombe qu'il appelait maman et lui ressemblaient trait pour trait. La chaleur estivale planait dans l'air comme un souvenir indélébile tandis que Jonathan Blake sortait de sa voiture noire, le gravier crissant doucement sous ses chaussures cirées. Le cimetière était silencieux, ombragé par de grands arbres qui se balançaient doucement dans la brise, et le ciel au-dessus était d'un bleu pâle sans nuages. Vêtu d'un costume bleu impeccable, sa veste ouverte et sa cravate légèrement desserrée, Jonathan ne ressemblait en rien à l'homme en deuil qu'il s'efforçait de devenir. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés, ses yeux bruns calmes en apparence, mais sous ce tissu coûteux et cette froideur, il sentait quelque chose bouillonner. Plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu Émilie pour la dernière fois, et pendant tout ce temps, il avait gardé leur passé enfermé à double tour, enfoui sous les fusions, les jets privés et les salles de conseil. Mais la mort a le pouvoir d'ouvrir des portes que l'on croyait scellées à jamais. Il n'avait même pas su qu'elle était malade. La nouvelle de son décès n'était pas venue d'un ami ou d'un membre de sa famille, mais d'une ancienne camarade de classe qui lui avait envoyé un message après avoir vu la nécrologie en ligne. Elle avait vécu tranquillement dans la ville où ils avaient commencé leur vie ensemble avant que tout ne s'effondre, avant que l'ambition ne le tire dans une direction et le chagrin dans l'autre. Il n'était pas revenu pour les funérailles. Il ne pouvait pas. Peut-être était-il lâche. Peut-être pensait-il que trop de temps s'était écoulé. Mais quand le poids de tout cela le rattrapa des semaines plus tard, il se retrouva incapable de respirer jusqu'à ce qu'il monte enfin dans sa voiture et fasse les 3 heures de route depuis la ville, se disant que c'était juste pour dire au revoir, rien de plus. Alors qu'il marchait entre les rangées de pierres tombales, lisant les noms gravés dans la pierre, il sentit le temps se replier sur lui-même. La dernière fois qu'il était venu ici, ils avaient choisi les arrangements funéraires pour sa mère. Maintenant, il était là, seul, approchant la tombe de la femme à qui il avait autrefois promis l'éternité, et qu'il avait abandonnée avant même que leur avenir ne puisse commencer à guérir. Mais ce n'est pas le nom sur la tombe qui l'arrêta net. C'étaient les 2 petites silhouettes agenouillées à côté. Il les vit de loin au début. 2 petites filles, peut-être âgées de 5 ans, avec des cheveux châtains assortis noués en couette basse et portant des pulls rouges qui semblaient bien trop chauds pour l'air estival. Elles se chuchotaient doucement, s'essuyant les yeux avec les manches de leurs pulls. L'une d'elles serrait un petit bouquet de fleurs sauvages. L'autre tenait ce qui ressemblait à un morceau de papier plié. Jonathan hésita, ne sachant pas s'il s'immisçait, mais quelque chose le poussa à avancer. Alors qu'il s'approchait, les filles levèrent les yeux, surprises par la présence soudaine d'un étranger. Leurs yeux, grands, ronds et indubitablement familiers, se fixèrent sur les siens, et quelque chose en lui se tordit douloureusement. « Bonjour, dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'attendait. « Êtes-vous ici pour visiter quelqu'un » L'une des filles hocha lentement la tête. « C'est la tombe de notre maman, dit-elle, sa voix fragile mais claire. Son nom était Émilie. » Il se figea. Le monde autour de lui sembla disparaître dans un flou de chaleur et de silence. « Émilie Blake » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Oui, dit l'autre fille. C'était notre maman. » Le cœur de Jonathan martelait sa poitrine. Son souffle se coupa. Ce n'était pas possible. Émilie ne lui avait jamais dit qu'elle était enceinte. Ils s'étaient séparés brusquement, trop de disputes, trop de distance. Il n'avait jamais envisagé qu'il aurait pu y avoir quelque chose ou quelqu'un de laissé pour compte. Il tomba à genoux, soudain conscient que ses jambes tremblaient. « Quel âge avez-vous toutes les 2 » demanda-t-il. « 5 ans, dirent-elles à l'unisson. Et avec ce mot, 5, tout prit sens. 5 ans et demi depuis le divorce. 5 ans depuis qu'il était parti. 5 ans depuis qu'il avait perdu plus qu'il ne l'avait réalisé. Il regarda à nouveau leur visage, la courbe de leurs joues, la forme de leurs yeux. C'était indéniable. Elles n'étaient pas seulement ses filles, elles étaient les siennes. Jonathan ne bougea pas pendant ce qui sembla être une minute entière. Les filles se tenaient à quelques mètres, le regardant avec curiosité et une pointe de lassitude, comme le font les enfants quand ils sentent qu'un adulte ne sait pas trop quoi faire ensuite. Son esprit s'emballait, essayant de faire entrer l'impossible dans quelque chose de rationnel. Émilie n'avait jamais appelé, jamais écrit, jamais dit un mot. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Mais plus que cela, comment n'avait-il pas remarqué, pas soupçonné? Dans tout le silence entre eux, il y avait eu quelque chose de plus profond,
quelque chose qu'il avait choisi de ne pas explorer parce que cela avait trop fait mal. Maintenant, la vérité se tenait devant lui avec des yeux assortis et de petites voix. Il regarda à nouveau la tombe, et pour la première fois depuis son arrivée, il la vit vraiment. La pierre tombale était simple, modeste, gravée du nom complet d'Émilie et des mots « mère bien-aimée, cœur courageux ». Aucune mention d'un mari, aucune mention de lui. La culpabilité le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Et à côté, une nouvelle peur s'insinua. Que avait-on dit à ses filles à son sujet? Savait-elle qui il était? Il s'éclaircit doucement la gorge, essayant de maîtriser sa voix. « Comment vous appelez-vous » La fille avec les fleurs s'avança. « Je suis Sarah, et c'est ma sœur, Sophie. » Il hocha lentement la tête, répétant leur nom dans sa tête comme une prière. « Sarah et Sophie, dit-il doucement. Ce sont de beaux noms. Maman les a choisis, dit Sophie, tenant toujours le papier plié fermement dans sa main. Jonathan fit un doux geste vers celui-ci. « Qu'est-ce que tu tiens » ? C'est une lettre, répondit-elle. On l'a écrite pour maman. Ça vous dérangerait si je m'asseyais avec vous un instant ? Demanda-t-il. Les filles échangèrent un rapide regard puis haussèrent les épaules toutes les deux. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Il s'assit sur le bord du petit rebord en béton entourant la tombe, ne sachant soudain plus quoi faire de ses mains ou de ses yeux. Le silence était lourd mais pas vide. « J'ai connu votre maman, dit-il finalement. Il y a longtemps. » Sarah inclina la tête. « Vous étiez amis » Jonathan hésita. « Nous étions plus que ça autrefois. Nous étions mariés. » Les deux filles le regardèrent brusquement, les yeux écarquillés. Sophie cligna des yeux. « Vous étiez le mari de notre maman » Oui, dit-il doucement. « Il y a longtemps, avant votre naissance. » Elles restèrent silencieuses et il se demanda si elles étaient assez âgées pour comprendre ce qu'il venait de leur dire. Puis Sarah posa la question qui lui serra l'estomac. « Pourquoi n'étiez-vous pas avec elle » C'était là, brut et simple. Pas de jugement, juste de la confusion. Il ne savait pas comment répondre sans leur dire des choses qu'elles étaient trop jeunes pour comprendre. « C'est compliqué, dit-il doucement. Mais j'ai fait des erreurs. Je ne savais pas que vous existiez. Si j'avais su, il déglutit difficilement, les choses auraient été différentes. » Sarah ne répondit pas tout de suite, mais Sophie baissa les yeux et murmura « Nous n'avons personne d'autre. » Jonathan la regarda, surpris. « Que veux-tu dire » Elle jeta un coup d'œil à sa sœur comme si elle attendait la permission de continuer. Puis elle dit « Maman est tombée malade. Elle a essayé de rester forte pour nous, mais elle s'est fatiguée. Après sa mort, nous sommes restés chez mademoiselle Diane, notre voisine. Mais elle dit qu'elle ne peut plus s'occuper de nous longtemps. » Jonathan sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas juste deux enfants en deuil d'un parent, c'étaient deux enfants sur le point d'être abandonnés. « Où est mademoiselle Diane maintenant » demanda-t-il. « Elle nous a déposés, dit Sarah. Elle a dit qu'elle reviendrait plus tard, mais nous attendons depuis longtemps. » Jonathan regarda autour de lui, soudain mal à l'aise. Il n'y avait pas d'autres visiteurs à proximité, aucun signe d'un adulte les surveillant. L'idée que ces deux fillettes de 5 ans aient été laissées seules dans un cimetière était presque trop difficile à supporter. Il se leva lentement, sortant son téléphone. « Puis-je appeler quelqu'un pour vous ? Peut-être mademoiselle Diane » Sarah secoua la tête. « On ne connaît pas son numéro. » Jonathan s'accroupit pour être à nouveau à leur hauteur. « Seriez-vous d'accord de venir avec moi un petit moment ? Juste le temps de la trouver. Je ne ferai rien sans demander d'abord. Je le promets. » Les filles se regardèrent. Sophie hocha la tête la première, puis Sarah. « D'accord, dit-elle. » Il leur tendit une main à chacune et elles la prirent, leurs petits doigts s'enroulant autour des siens avec une confiance surprenante. Alors qu'il retournait vers sa voiture, Jonathan jeta un dernier coup d'œil à la tombe. Les questions s'accumulaient plus vite qu'il ne pouvait y répondre. Pourquoi Émilie avait-elle gardé ce secret? Comment personne ne l'avait-il contacté? Que devait-il faire maintenant? Mais une vérité était déjà limpide. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'abandonnerait pas ses filles. Pas encore. De retour dans la voiture, le silence s'étira entre eux comme un fil fragile.
Jonathan avait attaché les filles à l'arrière avec soin, vérifiant 2 fois que tout était sécurisé. Elles restèrent silencieuses, regardant par les fenêtres tandis qu'ils s'engageaient sur la route, leurs petits visages empreints de quelque chose de plus lourd que ce qu'un enfant devrait avoir à porter. Il les regarda plus d'une fois dans le rétroviseur, son esprit allant plus vite que la voiture ne pouvait rouler. Il n'avait aucun plan, seulement des questions, seulement l'instinct, seulement le sentiment grandissant que quelque chose d'irréversible venait de se produire, et il n'était pas prêt pour cela. Mais il ne pouvait pas non plus l'ignorer. Sa première destination fut un petit restaurant à quelques kilomètres du cimetière. Il avait besoin de temps pour réfléchir, et plus que cela, il devait s'assurer que les filles mangeaient quelque chose. Quand ils arrivèrent, il les guida doucement à l'intérieur, ses mains planant derrière elles de manière protectrice, comme un père qui n'était pas encore sûr d'avoir le droit d'en être un. La serveuse haussa un sourcil en le voyant avec 2 petits enfants, mais ne dit rien en les conduisant à une banquette de coin. Il leur commanda des croque-monsieur et du jus de pomme. Il commanda un café pour lui et n'y toucha pas. À l'arrivée des plats, les filles mangèrent en silence, trop polies pour parler, mais trop affamées pour attendre. Jonathan les regardait, pensant à toutes les choses qu'il avait manquées. Leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs anniversaires. Chaque moment qui aurait dû être le sien à témoigner lui avait échappé avant même qu'il ne sache qu'elles existaient. Et plus il y pensait, plus son regret se transformait en une colère plus froide, plus vive. Non pas contre elle, pas même contre Émilie, mais contre lui-même, d'avoir été si enseveli dans sa propre ambition qu'il n'avait jamais pris le temps de se demander si elle avait besoin de lui, si elle avait essayé de le contacter et avait abandonné. Il s'éclaircit la gorge alors que les filles finissaient leur repas. « Puis-je vous demander quelque chose » dit-il doucement. Elles hochèrent toutes les 2 la tête, s'essuyant les mains sur des serviettes. « Est-ce que votre maman parlait de moi » Sarah semblait incertaine. Sophie, toujours plus audacieuse, répondit la première. Elle avait une photo de vous dans son tiroir. Parfois elle la regardait et souriait, mais parfois elle pleurait. Jonathan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Est-ce qu'elle a jamais dit qui j'étais ? Elle a dit votre nom une fois. Elle a dit que vous étiez sa personne préférée, murmura Sophie, baissant les yeux vers sa tasse vide. Elle a dit que vous étiez parti, mais pas méchant. Sarah ajouta doucement, elle a dit, peut-être qu'un jour on vous rencontrerait. Jonathan se pencha en arrière, submergé par le poids silencieux de ses mots. Émilie ne les avait pas montés contre lui. Elle ne l'avait pas effacé. Elle avait gardé espoir même alors que sa vie s'écroulait. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais il les chassa en clignant. Il ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Pas devant elle. Il paya l'addition et ramena les filles à la voiture. Cette fois, quand elles montèrent, elles semblaient un peu plus détendues. Sarah fredonna même doucement en attachant sa ceinture de sécurité. Jonathan prit le volant et inspira avant de démarrer le moteur. Il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui donner. Il se rendit dans le petit quartier en bordure de ville où Émilie avait vécu. Les maisons étaient plus anciennes, bordées de trottoirs fissurés et de clôtures penchées. Cela ne ressemblait pas à l'endroit où quelqu'un atteint d'une maladie en phase terminale aurait dû élever 2 enfants seuls. Il se gara devant une maison d'un étage usé par le temps et se tourna vers les filles. « C'est ici que vous viviez avec mademoiselle Diane » Elles hochèrent toutes les 2 la tête. Il les accompagna jusqu'à la porte d'entrée et frappa. Après quelques instants, la porte s'ouvrit pour révéler une femme d'une 60aine d'années, l'air fatigué. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré, et ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'homme sur son porche. « Monsieur Blake » demanda-t-elle presque avec incrédulité. « Je ne pensais plus jamais vous voir. »« Vous savez qui je suis » demanda-t-il. « Bien sûr que je sais » dit-elle, jetant un coup d'œil aux filles. « Vous feriez mieux d'entrer. » À l'intérieur, la maison était modeste et propre, mais usée par le temps. Des jouets étaient rangés proprement dans les coins et des dessins d'enfants étaient épinglés au réfrigérateur. Mademoiselle Diane leur fit signe de s'asseoir. Les filles allèrent directement au canapé, familières avec l'espace. Jonathan resta debout. « Pourquoi personne ne me l'a dit » demanda-t-il, essayant d'empêcher la frustration de transparaître dans sa voix. Diane soupira et secoua la tête. Émilie ne voulait pas vous importuner. Elle disait que vous aviez votre vie. Elle était fière, vous savez, têtue.
Mais je pense qu'au fond, elle espérait que vous le découvririez un jour. Pourquoi n'a-t-elle pas pris contact elle-même? Elle vous a écrit une lettre, dit Diane, avant de mourir. Je l'ai. Elle se rendit dans l'autre pièce et revint un instant plus tard avec une enveloppe scellée. Jonathan la prit, ses doigts tremblants. Il fixa l'écriture sur le devant. C'était indubitablement celle d'Émilie. Longtemps, il ne put se résoudre à l'ouvrir. Diane parla doucement. Elle les aimait plus que tout. Elle a fait de son mieux, mais ce n'était pas suffisant. Et maintenant, eh bien, elles ont besoin de quelqu'un. Elles ont besoin de vous. Jonathan ouvrit enfin la lettre. À l'intérieur, une seule feuille de papier, datée de quelques semaines seulement avant la mort d'Émilie. Elle expliquait tout, comment elle avait découvert qu'elle était enceinte quelques semaines après leur divorce, comment elle voulait le lui dire mais ne savait pas comment. Comment elle y pensait tous les jours. Mais les années passèrent, et la fierté s'enracina. Elle écrivait à propos des filles, de leurs rires, de leurs entêtements, à quel point elle lui rappelait Jonathan. Et à la fin, elle n'écrivait que ceci, si vous les trouvez, je vous en prie, aimez-les, même si vous ne me pardonnez pas. Jonathan plia la lettre de ses mains tremblantes. Il regarda de l'autre côté de la pièce Sarah et Sophie, recroquevillées sur le canapé, partageant une couverture, commençant déjà à s'endormir après une longue journée pleine de confusion. Il se tourna vers Diane. Je veux les emmener avec moi. Pas seulement pour aujourd'hui, pour de bon. Les yeux de Diane se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. J'espérais que vous diriez ça. Jonathan savait que la route à venir serait difficile. Les tribunaux, les questions, la logistique, tout cela viendrait. Mais pour l'instant, il ne voyait que deux petites filles endormies sur un canapé et la deuxième chance qu'il n'avait jamais cru obtenir. Et il n'allait pas la gâcher. Jonathan se réveilla le lendemain matin dans un endroit où il ne s'attendait jamais à être, la chambre d'amis de la modeste maison de Diane, sur un matelas grinçant pour une personne, avec le chant des oiseaux dehors et des pas doux dans le couloir. La nuit précédente était passée dans un flou. Après que les filles se soient endormies, Diane insista pour qu'il reste la nuit, et il n'eut pas le cœur de discuter. Quelque chose dans le calme de cette petite maison, la chaleur habitée de celle-ci, le maintenait ancré. Mais maintenant, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les stores à moitié fermés et que sa veste de costume pendait mollement sur une chaise en bois, il ressentit l'énormité de ce qui s'était passé la veille, pesant sur lui comme un poids qu'il ne pouvait secouer. Il se redressa lentement, frottant le sommeil de ses yeux, essayant de tout assimiler. Il avait deux filles. Elles avaient perdu leur mère, et elles étaient encore sous le choc, encore incertaines de qui il était vraiment. Il ne pouvait pas simplement débarquer et les emmener comme un héros de conte de fées. La confiance ne fonctionnait pas comme ça. Elle devait être construite pièce par pièce. Et à ce moment-là, ces pièces étaient éparpillées entre ses échecs passés et un avenir incertain. Il entra dans le couloir et trouva Diane déjà réveillée, debout devant la cuisinière, en train de faire des crêpes. L'odeur du beurre et de la pâte emplissait l'air. Elle lui fit un doux signe de tête, reconnaissant à la fois le matin et la vérité tacite entre eux. « Elles dorment encore, dit-elle, jetant un coup d'œil vers l'autre bout du couloir. Elles n'ont pas dit grand-chose hier soir. Je pense que c'est encore en train de s'ancrer. Je n'arrive même pas à imaginer ce qui se passe dans leur esprit, répondit Jonathan, passant une main dans ses cheveux. Je sais à peine ce qui se passe dans le mien. Diane éteignit la cuisinière et plaça les crêpes sur une assiette. Ce sont des filles fortes, mais elles ont traversé plus que vous ne le savez. Vous aurez besoin de patience. Elles ne font pas facilement confiance. Je ne m'attends pas à ce qu'elles le fassent, dit-il doucement. Je veux juste être là. Je veux le mériter. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, buvant du café en silence. Jonathan fixait sa tasse, se sentant à la fois reconnaissant et impuissant. Il avait toutes les ressources du monde: argent, propriété, influence, mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Ce qui comptait, c'était de se montrer jour après jour et de prouver qu'il était digne du titre qu'il n'avait jamais espéré porter, père. Un peu plus tard, le son de douce voix s'éleva du couloir. Sarah et Sophie émergèrent, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Sophie serrait un petit ours en peluche tandis que Sarah tenait fermement la lettre de leur mère dans sa petite main. Jonathan se leva instinctivement mais ne bougea pas vers elle. Il ne voulait pas les submerger. Au lieu de cela,
il offrit un sourire doux. « Bonjour, dit-il. » Elles hochèrent toutes les deux la tête avec prudence, incertaines de la manière de répondre. Diane brisa la tension en les invitant à la table. Les filles montèrent sur les chaises à côté d'elle, et elle leur servit des crêpes avec du sirop et des fruits. Elles mangèrent tranquillement, jetant des regards occasionnels vers Jonathan, qui était assis en face d'elle, essayant de paraître calme, essayant de ne pas laisser l'émotion dans sa poitrine monter trop près de la surface. Après le petit déjeuner, Diane tira Jonathan à part. Si vous êtes sérieux à l'idée de les prendre, vous devez trouver un avocat, déposer une demande de garde. D'ici là, techniquement, je suis toujours leur tutrice. Jonathan hocha la tête. Je ferai les appels aujourd'hui. Je veux faire les choses correctement. Diane le regarda avec une tendresse rare. Alors vous devez commencer maintenant avec elles. Elles doivent savoir que vous n'êtes pas juste un autre adulte qui va disparaître. Il comprit. Alors, au lieu de retourner à son appartement-terrasse ou à son bureau du centre-ville, Jonathan annula toutes les réunions de son agenda et resta en ville. Il trouva un hôtel local et réserva une suite avec une cuisine et 2 chambres. Cet après-midi-là, il demanda à Sarah et Sophie si elles voulaient venir passer du temps avec lui, juste pour parler, peut-être regarder un film. Elles hésitèrent, mais Diane les encouragea doucement, leur rappelant qu'elles n'avaient pas à faire quoi que ce soit qui les mettrait mal à l'aise. Les filles acceptèrent. Elles roulèrent avec lui dans une tension silencieuse, regardant la ville défiler depuis la banquette arrière de sa voiture de luxe. Quand ils arrivèrent, il leur fit une rapide visite, leur montra où étaient les collations, et les laissa choisir un film. Il n'essaya pas trop fort. Il ne força pas la conversation. Il les laissa simplement exister dans l'espace avec lui. Pendant le film, Sophie se blottit contre lui sur le canapé sans un mot, un petit geste silencieux, mais qui le frappa comme une vague. Sarah resta un peu plus distante, assise sur une chaise séparée, les bras croisés, mais même elle rit une fois d'un moment de dessin animé idiot, et Jonathan le saisit et le retint comme un trésor inestimable. Plus tard ce soir-là, alors qu'il les ramenait chez Diane, Sophie le surprit à nouveau en demandant « On peut revenir demain ?» Jonathan sourit. « Bien sûr, quand vous voulez. » À la porte, Sarah s'arrêta avant d'entrer. Elle leva les yeux vers lui et demanda « Vous allez repartir ?» Il s'accroupit, de sorte qu'ils soient face à face. « Non, dit-il fermement. Je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Elle ne répondit rien, mais elle hocha la tête une seule fois et entra. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la confiance, mais c'était un début. Et pour Jonathan, c'était tout. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme à la fois inconnu et étrangement réconfortant. Jonathan, qui mesurait autrefois le temps par les cours de la bourse et les résultats trimestriels, commença désormais à le mesurer en petits moments tranquilles, tresser des cheveux emmêlés le matin, verser des céréales sans renverser de lait, et lire la même histoire au coucher 3 soirs de suite parce que Sophie insistait que c'était la seule où l'ours faisait bien les choses. La suite de l'hôtel avait commencé à ressembler moins à un espace temporaire qu'à un sanctuaire fragile, un juste milieu entre 2 vies brisées qui se recousaient lentement. Chaque matin, Jonathan allait chercher les filles chez Diane, et chaque soir, il les ramenait. Au début, ce n'était que pour de courtes visites, 1 heure, peut-être 2. Mais bientôt, elles passaient toute la journée avec lui, déjeunant ensemble, faisant des travaux manuels à la petite table à manger de l'hôtel, regardant des films, et même faisant de courtes promenades au parc voisin. Il leur fit découvrir des saveurs de crème glacée qu'elles n'avaient jamais goûtées et les laissa choisir des vêtements dans un petit magasin local quand il remarqua que leurs chaussures étaient trop serrées. Il ne demandait pas de câlin, mais quand Sophie commença à lui en donner sans prévenir, il la serrait un peu plus longtemps à chaque fois, remerciant silencieusement l'univers que cette petite âme les laissait entrer. Sarah restait plus prudente. Elle observait tout avec la conscience silencieuse d'une enfant qui avait trop vu et trop peu fait confiance. Elle restait toujours quelques pas en arrière, toujours un œil sur sa sœur, comme si elle essayait de la protéger de ce qui pourrait mal tourner. Jonathan ne la força jamais. Au lieu de cela, il lui donna de l'espace. Il la laissa choisir quand parler, quand jouer, quand simplement s'asseoir et écouter. Il offrait de douces invitations plutôt que des ordres. Et lentement, les murs qu'elle avait construits commencèrent à se fissurer. Un jour, alors qu'elle peignait à l'aquarelle sur le balcon de l'hôtel, elle leva les yeux et lui demanda de l'aider à dessiner un chat. C'était insignifiant, peut-être sans importance pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, c'était tout.
C'était une clé qui tournait dans une serrure longtemps rouillée. Pendant ce temps, en coulisses, le processus légal avait commencé. Jonathan avait appelé son avocat le plus fiable, expliqué la situation en détail, et demandé que tout soit fait selon les règles. Il ne voulait aucun raccourci. Il ne voulait pas être perçu comme un homme utilisant sa richesse pour forcer une réunion. Il voulait être vu comme un père qui réparait les choses. Les documents pour la garde d'urgence avaient été déposés. Et même si cela prendrait du temps, la pleine coopération de Diane a aidé à accélérer les choses plus vite que prévu. Elle n'avait aucune intention de lui faire obstacle. Au contraire, elle était devenue une sorte d'allié, le conseillant discrètement sur les routines des filles, aidant à combler le fossé entre l'ancienne vie et la nouvelle. Mais tout le monde n'était pas aussi favorable. Tard un après-midi, Jonathan reçut un appel de la sœur aînée d'Emily, Rachel. Elle était furieuse. Elle l'accusa de revenir par culpabilité, d'essayer d'effacer les années qu'il avait manquées en jouant au sauveur. Elle lui rappela la douleur qu'Emily avait portée, les nuits où elle avait pleuré la vie qu'ils étaient censés avoir. Rachel ne l'avait jamais beaucoup aimé, et maintenant elle voyait son retour comme à la fois égoïste et opportuniste. Il écouta silencieusement, la laissant déverser sa colère. Il ne se défendit pas, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il savait qu'elle parlait de chagrin, pas de haine. Quand elle lui demanda finalement pourquoi il pensait mériter d'être dans leur vie maintenant, il répondit simplement, « Parce que je suis leur père. Parce que je les aime, et parce que je ne les abandonnerai plus. » La ligne resta silencieuse un long moment avant qu'elle ne soupire et dise, « Alors ne les décevez pas. » Il promit qu'il ne le ferait pas. Cette nuit-là, il emmena les filles sur une colline tranquille en dehors de la ville où l'on pouvait voir clairement les étoiles sans les lumières de la ville. Il apporta une couverture, une lampe de poche et un livre sur les constellations. Ils s'allongèrent sur le dos, pointant des formes dans le ciel, transformant des points imaginaires en dragons, en navires et en fleurs. C'était la première fois qu'il entendait Sarah rire sans hésitation. Sophie se blottit contre lui alors que la soirée devenait plus fraîche, et il resserra la couverture autour d'eux. « Tu crois que maman peut nous voir de là-haut » demanda Sophie doucement, en regardant les étoiles. « Je pense qu'elle nous regarde tout le temps, » dit Jonathan. « Et je pense qu'elle est fière de vous, toutes les deux. » Sarah tourna la tête vers lui. « Est-ce qu'elle serait fière de vous » Il ne répondit pas tout de suite. « J'espère que oui, » dit-il finalement. « J'essaie d'être quelqu'un dont elle serait fière. » Aucune des filles ne dit rien, mais elle n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit était doux, plein et paisible. Et alors qu'ils étaient allongés sous le ciel ouvert, Jonathan réalisa que ce moment précis était plus réel, plus important que tout ce qu'il avait jamais construit auparavant. Il ne s'agissait pas de défaire le passé. Il s'agissait de se montrer pour l'avenir, et il était enfin prêt. La semaine suivante apporta un mélange de calme et de tempête silencieuse. En surface, la routine continuait comme avant. Des ramassages matinaux chez Diane, des après-midi remplis de dessins, de jeux et de tentatives lentes pour bâtir la confiance. Mais en dessous, quelque chose d'autre se transformait en Jonathan, chez les filles et dans la ville qu'il avait autrefois oubliée. Cela commença par une visite de la représentante du tribunal de la famille, une femme nommée Evelyn Marks. Elle arriva à la chambre d'hôtel sans prévenir, un presse-papier à la main, son ton professionnel, mais pas inamical. Jonathan l'accueillit, essayant de ne pas montrer à quel point il se sentait peu préparé. Sarah et Sophie étaient dans le salon, jouant avec des blocs. Evelyn les observa tranquillement, prit des notes, puis demanda à lui parler en privé. Ils se rendirent sur le petit balcon. Elle posa des questions qu'il redoutait, pourquoi n'avait-il jamais été impliqué dans leur vie jusqu'à présent? Pourquoi Emily ne l'avait-elle pas inscrit sur les certificats de naissance? Croyait-il pouvoir fournir non seulement un soutien financier, mais aussi une stabilité émotionnelle? Que ferait-il si le tribunal lui refusait la garde? Jonathan répondit à chaque question aussi honnêtement que possible. Il admit son absence. Il expliqua son ignorance. Il n'essaya pas d'excuser ce qu'il n'avait pas fait, seulement de décrire ce qu'il faisait maintenant et pourquoi cela importait. Evelyn écouta sans trop en révéler. Elle n'était pas froide, mais elle n'était pas chaleureuse non plus, juste neutre. Après l'entretien, elle s'agenouilla près des filles et leur demanda si elles se sentaient en sécurité. Sarah dit oui. Sophie hocha la tête. Puis Sarah ajouta, « Il nous fait des crêpes avec des pépites de chocolat », ce qui fit sourire légèrement Evelyn avant qu'elle ne griffonne quelque chose.
Plus tard, après son départ, Jonathan ressentit quelque chose d'inattendu, un soulagement. Ce n'était pas parce qu'il croyait que tout était réglé. C'était parce qu'il avait affronté quelque chose qui l'aurait autrefois fait fuir. Il ne s'était pas caché. Il n'avait pas flanché. Cela en soi était un progrès. Mais juste au moment où cette tension commençait à s'apaiser, un autre défi survint. Il arriva sous la forme d'une lettre glissée sous la porte de sa chambre d'hôtel un après-midi alors que les filles faisaient la sieste. L'enveloppe était simple, l'écriture inconnue. À l'intérieur, une seule feuille de papier, un avis officiel. Michael Carter, l'ex-petit ami d'Emily, et l'homme désigné comme le tuteur temporaire des filles après sa mort, avait déposé une motion pour assumer la garde de Sarah et Sophie. Jonathan s'assit lentement, le papier tremblant légèrement dans ses mains. Il se souvenait de Michael. Ils s'étaient rencontrés brièvement une fois, il y a des années, quand Emily essayait de refaire sa vie après leur divorce. Jonathan n'avait jamais beaucoup pensé à lui à l'époque, juste un autre homme traversant sa vie. Mais maintenant, apparemment, il voulait réclamer les filles. Diane fut tout aussi choquée quand il l'appela. Elle pensait que Michael avait quitté la ville depuis longtemps. Il n'a jamais agi comme s'il se souciait de ses filles, dit-elle. Il leur rendait à peine visite quand Emily était malade. Pourquoi les voudrait-il maintenant? Jonathan n'était pas sûr, mais il avait ses soupçons. Les filles étaient l'héritage d'Emily. Peut-être que Michael les voyait comme un levier. Ou peut-être s'était-il convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait. Quoi qu'il en soit, la situation avait changé. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de prouver qu'il était le bon choix. Il s'agissait de protéger les filles de quelqu'un qui n'avait peut-être pas leurs meilleurs intérêts à cœur. Il contacta son avocat immédiatement, qui l'assura qu'ils étaient sur des bases solides. Néanmoins, cela nécessiterait une audience, des témoignages, des preuves, et pire encore, des questions qui seraient posées devant les filles. Jonathan ne voulait pas qu'elles soient entraînées dans une nouvelle tempête après tout ce dont elles commençaient à peine à se remettre. Les jours suivants furent lourds. Jonathan ne mentionna pas la lettre aux filles, mais il sentait leur sensibilité revenir. Sarah recommença à se ronger les ongles. Sophie cessa de demander des histoires au coucher. Elle sentait le changement même si elle ne le comprenait pas. Une nuit, alors qu'il les bordait à l'hôtel, Sarah le regarda et dit « On part bientôt ?» La question le frappa de plein fouet. Il s'assit à côté d'elle et lissa la couverture sur ses épaules. « Pourquoi penses-tu ça ?» Elle fixa le plafond. « Parce que les bonnes choses ne durent pas. C'est ce que maman a dit une fois. » Jonathan ferma les yeux un instant avant de répondre. « Ça va durer, dit-il. Je ne peux pas promettre que les choses ne seront pas difficiles parfois. Mais je ne vais nulle part, quoi qu'il arrive. » Sarah ne répondit pas, mais la façon dont elle se rapprocha lui indiqua qu'elle écoutait. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, Jonathan s'assit seul dans le salon sombre de l'hôtel, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres, et il fit un vœu silencieux. Quoi qu'il en coûte, il se battrait. Pas seulement pour les droits légaux. Pas seulement pour les apparences, mais pour la confiance de deux petites filles qui avaient déjà été déçues trop de fois. Il n'était pas parfait. Il ne le serait jamais. Mais il serait là, il resterait. Et dans le monde qu'ils construisaient lentement ensemble, cela signifierait tout. La salle d'audience était plus petite que Jonathan ne l'avait imaginé, avec des murs beige terne et une seule rangée de bancs en bois qui grinçaient à chaque fois que quelqu'un bougeait. Malgré sa simplicité, l'atmosphère y était lourde, épaisse de tensions et de peurs inexprimées. Sarah et Sophie n'étaient pas là. Elles avaient été laissées aux bons soins de Diane pour la journée, car les deux avocats avaient convenu que leur présence serait trop traumatisante. Pourtant, Jonathan sentait leur présence avec lui comme un battement de cœur. Il leur avait promis qu'il ne les quitterait pas, et maintenant tout dépendait de ce qui allait se passer dans cette pièce. En face de lui était assis Michael Carter, vêtu d'un costume gris élégant qui ne correspondait pas tout à fait à son malaise. Jonathan l'étudiait silencieusement, ne se rappelant que des fragments d'années passées, comment Michael s'était toujours attardé un peu trop près d'Emily, comment il était réapparu après le divorce comme une ombre en périphérie de sa vie. Jonathan n'avait pas beaucoup pensé à lui jusqu'à présent, et même là, il ne s'attendait pas à cela. Michael avait déposé une demande de garde en tant que présence adulte connue et constante dans la vie des filles, citant de brefs moments de prise en charge et offrant un soutien financier pendant la maladie d'Emily. Son équipe juridique fut efficace,
présentant une version de la vérité techniquement exacte, bien que profondément incomplète. L'avocate de Jonathan avait bien préparé son dossier. Elle parla de preuves ADN, de liens émotionnels, des efforts de Jonathan depuis qu'il avait découvert l'existence des filles. Ils soumirent le témoignage de Diane, des déclarations d'Evelyn Marks, et même des dessins que les filles avaient fait spontanément de simples images d'un homme, de 2 petites filles, et d'une maison avec un cœur sur le toit. Jonathan ne regarda pas la juge pendant que cela était lu à haute voix. Il fixa ses mains et tenta de ne pas s'effondrer. Quand ce fut le tour de Jonathan de parler, il se leva, le cœur battant, et regarda directement la juge. Il n'utilisa pas de script. Il ne répéta pas. Il parla d'un amour profond et inébranlable. Il expliqua tout, comment il n'avait pas su pour la grossesse, comment Emily n'avait jamais pris contact, comment il était venu au cimetière ce jour-là n'ayant l'intention que de dire au revoir au passé. Et comment, au lieu de cela, il avait trouvé l'avenir le regardant avec des yeux larmoyants et des pulls rouges. Il raconta au tribunal ce qu'il avait appris en quelques semaines seulement. Comment Sarah n'aimait pas les raisins secs dans ses biscuits, et comment Sophie parlait dans son sommeil quand elle était inquiète. Comment elles insistaient toutes les deux pour donner de petits morceaux de pain au canard parce que les gros les faisaient s'étouffer. Et comment elles dansaient comme si personne ne les regardait quand elles pensaient être seules. Il parla de la culpabilité qu'il avait presque engloutie et de la grâce que les filles lui avaient montrée en le laissant essayer malgré tout. Il admit qu'il n'avait pas été là quand cela comptait le plus. Mais maintenant, il était là, et il ne fuyait pas. Quand il s'assit, la salle d'audience était silencieuse. Même Michael semblait ébranlé, sa bravade atténuée. La juge, une femme d'âge moyen aux yeux doux mais fatiguée, se retira brièvement pour délibérer. Jonathan sortit, ayant besoin d'air, et s'assit sur un banc froid sous un ciel couvert. Il avait l'impression que le monde retenait son souffle. Il pensait à ce qu'il dirait aux filles si les choses ne se passaient pas comme il l'espérait. Comment pourrait-il leur dire à nouveau au revoir? Comment pourrait-il accepter que cette unique chance, cette deuxième chance impossible et miraculeuse, était perdue? Mais 1 heure plus tard, de retour dans cette salle d'audience silencieuse, la juge revint et lut sa décision. Elle reconnut la revendication de Michael, sa position légale et ses contributions limitées. Mais elle reconnut aussi la vérité plus profonde, que l'amour, la constance et le sentiment de sécurité d'un enfant ne pouvaient pas être construits par la simple proximité. Jonathan Blake, statuette et elle, n'avait pas seulement montré l'intention de prendre soin des filles, il avait déjà commencé à réussir. Le tribunal lui accorda la garde légale complète, avec effet immédiat. Les mains de Jonathan tremblaient alors qu'il essayait de digérer ce qu'il venait d'entendre. Il resta figé jusqu'à ce que son avocate lui donne un léger coup de coude. Puis cela s'ancra. C'était réel. Il ne pleura pas. Pas avant d'être seul. Pas avant que la porte ne se referme derrière lui et qu'il ne s'effondre contre le mur du couloir, le cœur battant, submergé par le poids du soulagement. Plus tard ce soir-là, il retourna chez Diane pour récupérer les filles. Elles coururent vers lui en voyant son visage, et bien qu'il n'ait pas dit un mot, elles savaient d'une certaine manière. Les enfants avaient une façon de sentir ces choses. Sarah le serra dans ses bras la première, avec ferveur et sans hésitation. Puis Sophie enroula ses bras autour de sa taille et murmura « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Jonathan s'agenouilla, embrassa leurs 2 fronts et dit « Oui, rentrons à la maison. » Ce ne serait pas parfait. Il y aurait encore des moments de tristesse, de colère, de nostalgie pour la mère qu'elles avaient perdue. Mais elles avaient gagné quelque chose aussi. Un père qui était parti autrefois, mais qui traverserait maintenant le feu pour rester. Et pour la première fois, il semblait que l'avenir n'était pas seulement possible, mais qu'il commençait déjà. Le premier matin dans leur nouvelle maison parut irréel. Le soleil inondait la cuisine par de grandes fenêtres, projetant une lumière chaude sur les planchers de bois. Les murs, fraîchement peints dans de doux tons pastels choisis par Sarah et Sophie elles-mêmes, sentaient encore légèrement le neuf. Les filles trottinaient sur le sol en chaussettes, Sophie portant son pull rouge préféré, même si le temps se réchauffait déjà, et Sarah traînant derrière avec un livre sous le bras. Jonathan se tenait près de la cuisinière, retournant des crêpes avec un mélange de détermination et de légère panique, essayant de se souvenir laquelle préférait le sirop et laquelle aimait les siennes avec des fruits seulement. Ce n'était pas juste une visite temporaire ou un après-midi emprunté. C'était la maison. Leur maison. Le tribunal l'avait officialisé, mais plus que cela, quelque chose entre les trois s'était solidifié. La confiance,
qui avait été hésitante, semblait maintenant méritée, délicate, mais réelle. Jonathan avait acheté la maison dans un quartier tranquille non loin de chez Diane, la choisissant non pas pour sa taille ou son statut, mais pour sa sécurité, son jardin et la lumière du soleil qui inondait la cuisine comme une douce bénédiction. Pour une fois, la décision n'avait rien à voir avec l'investissement ou la valeur marchande. C'était simplement un endroit où il pouvait imaginer les voir grandir. Le petit déjeuner se transforma en une affaire désordonnée et joyeuse, avec du sirop renversé sur le comptoir et Sophie laissant tomber des myrtilles sous la table exprès juste pour regarder Jonathan se glisser dessous pour les ramasser. Sarah lisait à voix haute de son livre pendant qu'elle mangeait, et Jonathan écoutait chaque mot comme si c'était une chanson qu'il n'avait jamais entendue auparavant. C'était chaotique, imparfait, et mieux que tout ce qu'il avait jamais connu en toutes ces années à diriger des entreprises et à collectionner les distinctions. Il avait passé sa vie à courir après l'excellence. Et maintenant, il apprenait que la joie ne venait pas de la perfection. Elle venait de crêpes brûlées, de couettes de travers et de petites voix l'appelant « Papa » sans hésitation. Au cours des semaines suivantes, la maison commença à prendre son propre rythme. Les matins étaient un flou de chaussettes dépareillées et de cheveux emmêlés à brosser. Les déjeuners scolaires emballés avec des notes pliées à l'intérieur et des baisers soufflés depuis l'allée. Jonathan engagea un tuteur pour les aider à s'intégrer doucement à la routine scolaire, mais garda un rythme flexible. Il voulait qu'elles se sentent stables avant de les pousser dans le monde plus vaste. Les après-midi étaient remplis de longues promenades, de visites au parquet de projets d'artisanat qui laissaient des paillettes incrustées dans le tapis. Les soirées étaient calmes, l'heure du conte, l'heure du bain et des moments qui semblaient prendre plus de sens à mesure qu'ils étaient ordinaires. Jonathan recommença à écrire, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'université. Il se retrouvait à tenir un journal jusque tard dans la nuit, non pas sur des plans d'affaires ou des prévisions stratégiques, mais sur les petites choses, la fascination de Sophie pour les insectes, les questions discrètes et attentives de Sarah sur les étoiles. La façon dont les deux filles disaient bonne nuit avec une finalité qui rendait chaque jour sacré. Il commença à comprendre que la parentalité n'était pas quelque chose que l'on maîtrisait, c'était quelque chose que l'on choisissait chaque jour avec présence et humilité. Diane rendait souvent visite. Elle resta une présence constante dans la vie des filles et une voix de confiance pour Jonathan. Il y avait des jours où il se sentait dépassé, quand l'une des filles pleurait sans raison apparente, ou quand des cauchemars s'insinuaient dans le sommeil de Sophie et qu'elle refusait d'expliquer ce qui l'avait effrayée. Diane offrait des conseils doucement, lui rappelant que la guérison n'était pas linéaire et que l'amour ne se mesurait pas au nombre de problèmes qu'il pouvait résoudre, mais au nombre de fois où il était prêt à rester à travers la tempête. Un après-midi, Jonathan trouva Sarah assise seule dans le jardin, son regard lointain. Il s'assit à côté d'elle, attendant tranquillement. Après une longue pause, elle se tourna vers lui et demanda « Tu crois que maman aurait aimé cette maison ?» Il lui prit la main et hocha la tête. « Je pense qu'elle l'aurait adoré. Je pense qu'elle aurait aimé te voir grandir ici. » Sarah ne pleura pas, mais elle posa sa tête contre son bras et resta ainsi longtemps. C'est dans ces moments, les moments sans parole, qu'il se sentait le plus proche d'elle. Tout n'avait pas besoin d'être dit à voix haute pour être compris. À la fin du premier mois, ils commencèrent à se sentir comme une famille. Pas seulement par le nom ou par la loi, mais de cette manière profonde et inébranlable qui naît des deuils partagés et des blessures pensées. Jonathan savait qu'il ne remplacerait jamais Émilie, et il n'essaya jamais. Son souvenir demeurait une présence tranquille dans leur foyer, une photographie sur l'étagère, des histoires que les filles racontaient au coucher, des traits de caractère qu'il commençait à reconnaître de plus en plus en elle. Mais il était devenu quelque chose de complètement différent. Il était devenu leur ancre, leur protecteur, leur foyer. Et pour la première fois de sa vie, Jonathan Blake comprit ce que signifiait construire quelque chose non pas avec de l'argent ou de l'influence, mais avec de la patience, de la douceur et un amour acharné. Il avait passé des années à courir après le monde pour découvrir que tout ce dont il avait vraiment besoin l'attendait depuis toujours dans les voix et les rires de deux petites filles qu'il appelait papa.